Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 octobre et notre cher ami et frère Laith Marouf est avec nous. Bon retour parmi nous, Laith. Ravi d'être avec vous, Nima. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner, cliquez sur le bouton j'aime et suivre. Sous son nom, vous pouvez trouver freepalestine.video et vous pouvez le suivre sur X et sur YouTube. Mais s'ils veulent vous soutenir, comment peuvent-ils faire? Comment peuvent-ils vous soutenir? Oui, notre contenu est financé à 100% par les spectateurs, ce qui signifie que nous survivons grâce à leurs dons. Nous sommes démonétisés sur toutes les plateformes, YouTube, X, etc. Donc nous ne pouvons pas recevoir d'argent provenant des publicités ou des vues. Les gens peuvent se rendre sur notre site web, freepalestine.video, où il y a un bouton « Faire un don ». Vous pouvez faire un don unique ou devenir donateur récurrent, et vous pouvez choisir la devise et le montant que vous souhaitez donner. Tout ce que vous donnez est apprécié. Bien sûr, les dons mensuels récurrents nous aident à mieux planifier nos dépenses, mais tout ce qui vient des spectateurs est vraiment apprécié. Très bien. Commençons par les dernières nouvelles sur ce qui se passe à Gaza. Le Hamas prépare sa plus grande répression à ce jour contre les milices soutenues par Israël à Gaza. Il parle de ces groupes, le plus puissant étant la milice d'Abu Shabab à l'est de Rafah, et de factions plus petites, comme la soi-disant armée populaire dirigée par Ashraf al-Mansi, si je ne me trompe pas. Oui. Laith, que se passe-t-il à Gaza? Et comment peut-on comprendre qui les finance? C'était Israël. Mais comment fonctionne le processus de financement et que leur fournit-on? Oui, ces groupes sont comme Daesh dans le reste de la région. Ce sont des groupes fabriqués par les services de renseignement, financés par les monarchies wahhabites du Golfe et par des services de renseignement du monde entier. Nous savons aussi que, en plus des groupes que tu viens de mentionner, l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas et d'autres membres, a fait opérer des milices à l'intérieur de Gaza qui sont entrées avec l'armée israélienne. Ainsi, Abu Shabab et les autres que tu as mentionnés sont des Gazaouis locaux qui ont été contactés. Ils étaient déjà des bandits faisant partie des structures de Daesh, et les sionistes leur ont simplement donné l'argent et les armes une fois à l'intérieur de Gaza, les poussant à commettre tous ces crimes que nous avons vus. Voler l'aide ou recueillir des informations pour les sionistes contre la résistance. Mais au-delà de cela, nous avons eu de véritables collaborateurs palestiniens venant de l'extérieur de Gaza pour entrer à Gaza tout au long de la guerre. Souvenez-vous, il y a quelques jours, lorsque les échanges avaient lieu pour les dépouilles, les corps des prisonniers de guerre morts, les Israéliens ont déclaré que l'un des corps qu'ils avaient reçus n'était pas celui d'un citoyen israélien. Eh bien, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un Palestinien travaillant pour les forces de sécurité de l'autorité palestinienne en Cisjordanie qui était entré à Gaza avec les Israéliens et travaillait pour eux. C'est lui qui a été tué dans le tunnel l'année dernière, dont la photo avait été montrée par le Hamas comme celle d'un non-israélien capturé et tué. Il y a des centaines de collaborateurs palestiniens de ce type qui travaillent pour Mahmoud Abbas et d'autres composantes de l'autorité palestinienne et du Fatah. Ils sont entrés à Gaza depuis l'extérieur et au cours des 2 dernières années, ont recueilli des informations ou commis des crimes au nom des sionistes. Donc, vous savez, le sort de toute personne traîtresse devrait être l'exécution. C'est ce qui est arrivé aux collaborateurs français avec les nazis. Nous nous souvenons de la façon dont la résistance française a lynché des gens dans les rues après la chute du régime nazi.
Nous nous souvenons même de la manière dont ils ont maltraité et humilié les prostituées françaises qui couchaient avec des soldats nazis allemands, les exhibant dans les rues de Paris, les battant, leur rasant la tête, et ainsi de suite. Ainsi, quiconque accepte ce que le peuple français a fait aux collaborateurs des nazis n'a aucun droit de dire au peuple palestinien comment traiter les collaborateurs parmi eux. D'autant plus que ce n'est même pas comparable à l'occupation allemande de la France, où les Français n'ont été que légèrement maltraités par les Allemands. C'est plutôt comparable au ghetto de Varsovie, Fussmal, où la résistance juive contre les nazis a dû éliminer les collaborateurs juifs avec les nazis. Il n'y a pas d'autre moyen d'y faire face. Cela montre aussi que le Hamas bénéficie du soutien du peuple. Le Hamas contrôle toujours le terrain. Le Hamas connaît chaque recoin de Gaza et peut retrouver ses collaborateurs dès que les sionistes se retirent, les traquer et les éliminer, comme ils le font en ce moment. Laith, que penses-tu de l'avenir du soi-disant cessez-le-feu à Gaza? Que va-t-on voir, je ne sais pas, dans 2 semaines, à ton avis? Vous savez, il est difficile de dire comment les choses vont évoluer, mais nous avons un exemple de ce qui est probablement le scénario le plus favorable. Le scénario le plus favorable, c'est ce qui s'est passé au Liban, où les Israéliens se sont retirés de la majeure partie du territoire qu'ils occupaient pendant le cessez-le-feu. Et tous les 2 jours, ils tuent un civil innocent, ou ils bombardent une maison ou une voiture ou quelque chose de ce genre. Donc, le scénario le plus favorable à Gaza serait qu'elle suive le modèle libanais. Les Israéliens continueraient d'occuper certaines parties de Gaza et de tuer des gens de temps en temps, comme on le voit actuellement. Et en même temps, le plan visant à changer la gouvernance de Gaza suivrait également le même schéma qu'au Liban. Les États-Unis et Israël voulaient que les collaborateurs au Liban affrontent le Hezbollah, qu'ils leur retirent leurs armes, qu'ils provoquent une guerre civile ou qu'ils utilisent l'armée contre eux. Et rien de tout cela n'a fonctionné. Pourquoi? Parce que le peuple est avec le Hezbollah. C'est la même chose à Gaza avec le Hamas. Peu importe combien de collaborateurs de l'autorité palestinienne viennent ou essayent de déloger le Hamas ou de le désarmer, cela ne marchera pas. Même maintenant, on entend parler des États-Unis et de l'Égypte qui voudraient mettre en place une force internationale à l'intérieur de Gaza. Autrement dit, une force d'occupation. Eh bien, si l'armée égyptienne entre à Gaza, elle fera face à la même résistance que celle à laquelle les Israéliens ont été confrontés. Quiconque essaiera d'occuper Gaza aujourd'hui devra affronter le peuple palestinien et la résistance. Bien que l'Occident veuille suivre le modèle d'Haïti, où toutes ces forces d'occupation violent et pillent le pays, et où tout le monde a oublié ce qui s'y passe, les Palestiniens ne vont pas laisser cela se produire. Ainsi, à court terme et à long terme, cette guerre n'est pas vraiment terminée. Nous observons une diminution progressive de l'intensité des combats sur le terrain à Gaza ou au Liban, mais la guerre dans son ensemble, qu'il s'agisse d'une guerre de colonisation et de conquête, ou de libération et de souveraineté pour les peuples autochtones, ne sera pas terminée. Elle ne l'a pas été depuis 100 ans, et elle ne le sera pas tant que l'une des 2 parties n'aura pas été complètement vaincue. Soit le peuple palestinien est éradiqué, et les peuples arabes abandonnent et deviennent des esclaves, et les musulmans renient leur religion et déclarent que le judaïsme a raison. Soit c'est l'inverse. Les Palestiniens parviennent à libérer leurs terres, et les peuples arabes et musulmans sont souverains et libres de pratiquer leur religion. Il n'y aura donc pas de fin à cette guerre,
tant que la question fondamentale ne sera pas résolue. Et c'est ce que Trump nous a dit. C'est ce que Thomas Barak nous a dit. Il n'y aura jamais de paix, jamais, qu'un accord d'Abraham soit signé ou non, que les Palestiniens se rendent ou non, que le Hezbollah se rende ou non. Cette guerre ne prendra jamais fin. Il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura qu'un camp soumis et un camp dominant. Et nous, en tant que Palestiniens, Arabes et musulmans, n'accepterons jamais d'être dominés par des étrangers. En regardant le Moyen-Orient aujourd'hui, à la suite de ce nouveau cessez-le-feu à Gaza, pensez-vous, nous savons qu'il y a eu des combats entre Israël et, vous savez, cela continue encore au moment où nous parlons, entre Israël et le Liban, le Yémen, et quand ils le décident, ils bombardent la partie sud de la Syrie. Beaucoup de gens pensent qu'ils pourraient même attaquer l'Iran. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle au Moyen-Orient? La région est-elle enceinte de nouvelles guerres? Ou peut-on dire que la situation telle que nous la voyons actuellement va se poursuivre sous la forme d'une sorte de guerre d'usure? Quelle est votre opinion à ce sujet? Oui, c'est parce que nous sommes dans une situation à somme nulle. Il doit y avoir un gagnant et un perdant. Et donc la guerre continuera sous différentes formes. Nous pourrions assister à une reprise du conflit au Liban, au Yémen, en Iran, ou à une combinaison de ces fronts, voire à tous en même temps. Et cela est inévitable. Pourquoi? Parce qu'avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, viendra le moment des comptes. Des comptes à rendre à l'Iran, mais aussi aux citoyens des pays occidentaux qui sont allés servir dans l'armée sioniste, ont tué et commis des crimes de guerre. Il y aura désormais beaucoup d'efforts pour les traduire en justice dans ces pays occidentaux. Il va y avoir une augmentation de l'activité. Toute l'énergie des mouvements en Occident, qui était dirigée vers l'obtention d'un cessez-le-feu ou l'envoi d'aide à Gaza, va désormais se concentrer à l'intérieur de ces pays occidentaux, soit contre les politiciens qui ont soutenu le génocide, soit contre les citoyens de ces pays qui ont servi dans l'armée sioniste et commis des crimes de guerre. Cela signifie qu'il n'est pas dans l'intérêt du camp sioniste d'arrêter les guerres pour le moment. Il est très important pour eux de réactiver un conflit dans la région afin de détourner cette tension du règlement de compte interne qui va se produire au sein des sociétés occidentales. Donc je pense que nous allons assister à une guerre. Je ne sais pas lequel de ces trois champs de bataille, ou une combinaison des trois, ni à quelle vitesse cela va se produire. Mais nous avons vu, au cours des dernières 48 heures, l'armée israélienne mener des exercices sur le plateau du Golan, laissant clairement entendre une possible guerre contre le Liban, qu'il y aurait une invasion. Hier, j'étais dans la zone frontalière entre la Palestine, le Liban et la Syrie, en train d'enregistrer les nouvelles bases à l'intérieur du plateau du Golan et les nouveaux points d'occupation très proches des autoroutes les plus importantes de Syrie et du Liban, à partir desquelles les Israéliens peuvent attaquer et avoir un impact considérable sur les deux pays. D'un autre côté, nous ne devrions pas non plus totalement oublier ce qui se passe en Syrie. La Syrie se trouve actuellement au bord d'une lutte armée. Les populations du sud du pays, dans la province de Daraa, juste à côté du plateau du Golan, où auraient commencé les premières manifestations contre le gouvernement Assad, les tribus et les familles de Daraa viennent d'annoncer qu'elles s'arment et qu'elles sont en contact avec l'Iran et le Hezbollah pour organiser une résistance contre l'occupation israélienne du sud de la Syrie. Nous assistons donc au début d'une possible rébellion à l'intérieur du pays. Et étant donné que les Israéliens se sont surexposés en occupant toutes ces étendues de territoire, il est très probable que le plateau du Golan, ainsi que son front,
deviennent un élément crucial de la guerre à venir. D'accord, cela arrive. Surtout si les Israéliens décident d'attaquer le Liban depuis le plateau du Golan. Il est donc très logique que la riposte ne vienne pas seulement de l'intérieur du Liban, mais aussi de la Syrie, dirigée vers le plateau du Golan. C'est clair pour moi. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rapportent ce qui se passe en Syrie, et c'est d'une certaine manière volontaire. Les médias occidentaux ne veulent pas dire aux gens ce qui se passe en Syrie, parce que tout n'est pas perdu. La Syrie n'est pas complètement perdue. Les outils de l'Occident sont très faibles. Les escadrons de la mort wahhabites, Al-Jolani et ceux qui sont venus avec lui d'Asie centrale ne contrôlent pas le pays. Il y a trop de chapeaux, d'accord, qui contrôlent le terrain. Les Américains, les Israéliens, les Kurdes, les Turcs, les Russes, tout le monde se poignarde dans le dos parce qu'ils sont tous des voleurs. Et il n'y a pas d'honneur entre voleurs, n'est-ce pas? Donc, dans cette situation, il est très possible que la Syrie devienne le front que nous aurions voulu qu'elle soit au cours des 2 dernières années. Mais cela va arriver. Et ce sera une surprise pour tout le monde. Je pense que c'est l'une des principales préoccupations pour l'Iran et la Russie également, car nous avons vu Al-Jolani se rendre en Russie et l'envoyé russe en Syrie s'est rendu en Iran pour rencontrer le chef du Conseil de sécurité nationale là-bas. Comment voyez-vous la Russie et l'Iran tenter de comprendre la situation en Syrie? Quelle action de leur part pourrait être judicieuse, pourrait être utile pour le peuple, pour ceux que vous avez mentionnés, qui n'aiment pas le nouveau gouvernement syrien? Ils veulent agir contre Israël. Vous savez, le gouvernement a aussi des difficultés avec Israël. Peu importe à quel point ils essayent de dire à Israël « Nous ne sommes pas vos ennemis », Israël ne les perçoit pas comme il voudrait se présenter à lui. C'est là le problème. La situation en Syrie est tellement compliquée. Je pense que beaucoup d'entre nous sont confus quant à ce qui se passe réellement là-bas. Oui, je veux dire, écoute, il n'y a pas de véritable affrontement entre Al-Jolani et la mouvance suprémaciste juive. Tout cela est destiné au grand public, pour lui donner l'air de ne pas être un traître, un collaborateur ou un instrument. Sinon, il n'y a pas eu une seule balle tirée par le HTS, l'État islamique ou Al-Qaïda contre Israël depuis 30 ou 40 ans. Alors ne prenons pas ces mises en scène pour une mesure de la réalité. La réalité, c'est que Al-Jolani et Israël travaillent sur le même plan. Fracturer la Syrie de manière à la rendre impossible à guérir. Que ce soit la mise en scène d'Israël, prétendant vouloir protéger les Druzes uniquement pour que le reste de la Syrie les déteste. Ils ne veulent pas vraiment protéger les Druzes. Ils veulent ternir la réputation des Druzes de Syrie, qui ont été les Arabes les plus patriotes depuis 1912, depuis l'occupation de la Syrie, depuis la Première Guerre mondiale. Le peuple le plus patriote, nationaliste et libérateur de la région, c'était les Druzes de Syrie. D'accord. Ils ont mené les premières révoltes contre l'occupation française, puis contre l'occupation britannique. Donc ternir leur image et créer une scission entre eux. C'est exactement ce qu'Al-Jolani fait contre les Druzes, les chrétiens, les alaouites, les chiites, en créant une telle division et un tel bain de sang entre les différentes parties de la Syrie qu'elles ne puissent plus se reconstruire. C'est le plan d'Al-Jolani, c'est le plan des sionistes, et ils sont d'accord là-dessus. Et une partie de cette mise en scène consistant à faire semblant qu'il y a un conflit entre Al-Jolani et Israël vise à semer la confusion, à empêcher toute révolte au sein de la population sunnite qu'il est censé représenter, n'est-ce pas?
Tant qu'Israël continue de faire comme s'il n'était pas allié à Al-Jolani, il y a une chance d'étouffer toute agitation au sein de la majorité sunnite. Mais maintenant, regardez ce qui vient de se passer à Daraa, qui est une région entièrement sunnite dans le sud. Nous voyons naître une résistance sunnite, et c'est très significatif. Bien sûr, c'est important lorsque des alaouites, des chiites, des chrétiens ou des druzes prennent les armes et résistent à Al-Jolani et à l'occupation sioniste. Mais le fait d'avoir une milice locale, sunnite, qui s'exprime en ces termes et agit de cette manière, c'est la plus grande menace pour Al-Jolani et ses maîtres suprémacistes juifs à Tel Aviv et à Washington. Et la principale préoccupation reste l'occupation dans la partie sud de la Syrie. Oui. Et c'est là, encore une fois, c'est pourquoi c'est si crucial, ces déclarations qui sont venues de Daraa. Et regardez, Daraa fait partie de ce qu'on appelle le Sahel Oran, ou la vallée du Horan, ou le plateau qui s'étend des hauteurs du Golan jusqu'à Soueida, tout le long jusqu'à Amman, en Jordanie. Toute cette région s'appelle le plateau d'Al-Houran. Les tribus et les familles de Daraa sont les mêmes que celles du nord de la Palestine et du nord de la Jordanie. Ainsi, les effets du soulèvement de Daraa en ce moment auront des conséquences géographiques considérables. Vous savez, la moitié de la population jordanienne, les Jordaniens d'origine, sont en grande partie des extensions des tribus de Daraa. C'est donc très significatif. L'autre moitié de la population jordanienne, ceux qui sont originellement jordaniens et non palestiniens, sont des extensions des tribus du désert, d'où je viens, les déserts de Syrie. Donc, si Daraa bouge, cela ébranlera tout le pays et la région. Cela pourrait même déstabiliser le gouvernement jordanien si les affrontements reprennent dans la province de Daraa. Et les lignes d'approvisionnement de Daraa seront impossibles à couper en raison de ces liens tribaux et familiaux de part et d'autre de la frontière en Jordanie. En ce qui concerne la Russie et l'Iran, même avec Al-Jolani au pouvoir en Syrie, que pensez-vous qu'il se passe dans l'esprit des dirigeants russes et iraniens? Car tous deux se sont, pas complètement, mais dans une certaine mesure, retirés de Syrie. Surtout l'Iran, qui a récemment réduit une partie de sa présence. Ils réfléchissent à long terme, puisque la Syrie est si importante pour l'axe de la résistance. Quelle serait la meilleure façon pour ces deux pays de gérer la situation actuelle en Syrie? Il est clair qu'ils essaient de faire quelque chose. Ils ne restent pas silencieux. Ils tentent de communiquer, de se rapprocher du peuple syrien. Et même avec la récente visite d'Al-Jolani en Russie, ils cherchent aussi à dialoguer avec le gouvernement syrien. Quelle est votre compréhension de cela? Et jusqu'où peuvent-ils aller dans cette direction pour retrouver la position qu'ils occupaient avant tout ce chaos en Syrie? Eh bien, écoutez, la Russie a des calculs différents en Syrie par rapport à l'Iran. Ça, c'est sûr, à 100%. Et je ne sais pas si le problème actuel entre la Russie et l'Iran à propos de ce qui s'est passé en Syrie peut être résolu facilement. Les principaux généraux iraniens présents en Syrie ont été assassinés par les services de renseignement russes et l'armée russe, soit par des bombardements aériens, soit en ouvrant la voie aux escadrons de la mort wahhabite pour les tuer. Cela s'est produit dès les premières heures de l'attaque contre Alep, par exemple. L'armée de l'air russe a effectivement attaqué les positions où se trouvaient les généraux iraniens, et ils ont été martyrisés. C'est quelque chose qu'on ne peut pas simplement oublier. Et vous savez, le fait qu'Al-Jolani se rende à Moscou et que la Russie contrôle toujours le gaz syrien, d'ailleurs, c'est l'accord actuel. Les États-Unis contrôlent le pétrole de la Syrie et le pilent. Et maintenant, tout le gaz syrien est pilé par la Russie.
Très bien. Donc le fait que la Russie ait en quelque sorte incité la population alaouite de la côte, juste après la chute du gouvernement syrien d'Assad, à commencer une révolte, leur ait donné quelques armes, puis ait fermé les bases et les ait laissés se faire massacrer, pour l'Iran, pour les populations chiites et alaouites de la région. Ils croient que la Russie les a essentiellement piégés dans le massacre que nous avons vu sur la côte. Très bien. Ce sont donc des choses qui ne seront pas résolues facilement. Et vous savez, la Russie prétend essayer de protéger la population chrétienne. Regardez ce qui est arrivé aux chrétiens de Syrie, les plus anciennes églises du monde. Look at what happened to the Christians of Syria, the oldest churches in the world. Where is Russia's Christianity? Okay? Où est le christianisme de la Russie? Très bien, ce sont les chiites qui ont défendu les chrétiens de Syrie pendant 15 ans. Donc je ne pense pas que cela va se résoudre de sitôt. La Russie a fait son lit, et elle doit s'y coucher. Elle a fait son lit en misant sur la colonie sioniste et en n'autorisant ni la Syrie ni le Hezbollah à cibler et abattre l'armée de l'air israélienne, ni à disposer de défenses aériennes significatives qui pourraient le faire. Et bien sûr, je pense que la seule chose que la Russie a faite qui soit pro-iranienne ou pro-axe de la résistance au cours des 2 dernières années, il n'y en a qu'une. Le président Poutine décrochant le téléphone pour dire au président Trump « N'assassinez pas l'ayatollah ». Si vous le faites, nous aurons une guerre internationale et sectaire, et il y aura des gens qui feront exploser des choses dans les capitales de l'Occident. C'est incontrôlable, et nous ne pouvons pas refermer cette boîte de Pandore. C'est la seule raison pour laquelle l'ayatollah n'a pas été assassiné parmi les dirigeants iraniens tués pendant la guerre de 12 jours. Et ce n'est pas parce que la Russie se soucie de l'ayatollah. Elle se soucie seulement des conséquences de son assassinat, de ce que cela signifierait. Je sais que beaucoup verront tout cela de manière négative. Certains contesteront ce que je dis ici, et cela ne me dérange pas. Mais je pense que la Russie a commis d'énormes erreurs. Elle a décidé de miser son avenir sur la collaboration avec la Turquie, la colonie sioniste et les Saoudiens, l'OPEP, plutôt que de hérédicter cette knowledge opprimée de la région et de l'axe de la résistance. Laith, je pense que les priorités de la Russie et de la Chine au Moyen-Orient diffèrent de celles de l'Iran et d'autres pays de la région. La Russie s'inquiète surtout des radicaux, ces, tu sais, salafistes wahhabites, qui entrent en Russie venant de Syrie et se déplacent vers l'Asie centrale. C'est la principale préoccupation des Russes. Et nous voyons la même chose en Chine également. Ils s'inquiètent de ce type de mouvement dans la région. Mais en ce qui concerne la situation à Gaza et la prochaine étape possible pour l'axe de la résistance, comment vois-tu le Liban? Puisque nous savons que le Liban a été attaqué par Israël et qu'il est toujours attaqué par Israël, comment voyez-vous la situation avec le Hezbollah et avec le Yémen, ainsi que la coopération, ou peut-être la coordination, entre les deux en ce qui concerne l'avenir du cessez-le-feu à Gaza? Prépare-t-il quelque chose? Réfléchissent-ils vraiment à ce qui pourrait se passer dans, je ne sais pas, 10 jours, 1 mois, 6 mois? Car ils doivent se préparer à tout ce qui pourrait arriver à Gaza. Quelle est la grande stratégie du côté de la résistance? Oui, je veux dire, ici au Liban, il est clair que le Hezbollah s'est réarmé. Il a redéfini des plans différents de ceux qu'il avait auparavant. Le plan va se dérouler et les attaques vont se dérouler différemment si cette guerre éclate. La direction du Hezbollah est désormais dans la clandestinité et nous n'avons plus ni nom ni photo de la direction militaire. On est donc revenu à des formations de milices souterraines. Personne n'a de téléphone, il n'a ni de talkie-walkie, ni de pager. Il existe même une infrastructure de communication différente, très probablement entièrement basée sur des lignes fixes, et ainsi de suite.
Et il y a, vous savez, des protocoles spécifiques de communication qui diffèrent de ceux d'avant. Je pense que s'il y a une guerre contre le Liban, le Hezbollah ne se retiendra plus. Vous voyez, la guerre précédente, en 2023, était un front de solidarité pour alléger la pression sur Gaza, tout en restant juste en dessous d'une guerre totale. Mais les sionistes n'ont pas accepté cela, et ils ont mené l'attaque de Péja et les assassinats, puis la guerre de 66 jours, une tentative d'invasion du Liban, qu'ils ont perdue. La prochaine guerre ne portera pas sur Gaza. Ce sera une guerre contre le Liban menée par les sionistes. Par conséquent, le Hezbollah agira différemment, non plus comme un front de solidarité, mais comme une guerre à grande échelle. Vous vous souvenez de ces 2 dernières semaines de la guerre de 66 jours. Le Hezbollah tirait des centaines de missiles et de drones par jour. Durant les dernières 24 à 48 heures, ce fut désastreux pour les sionistes. Et c'est pourquoi ils se sont précipités vers un cessez-le-feu. Nous devons donc nous attendre, dès le premier jour de cette guerre, si elle est déclenchée, à la même intensité de feu que celle observée à la fin de la guerre de 66 jours. C'est donc une chose à laquelle nous devons nous attendre. En Iran, ils se préparent. Ils ont tiré beaucoup de leçons. Il est possible que d'autres fronts s'ouvrent contre l'Iran, comme on le voit avec le Pakistan et d'autres pays qui sont désormais payés par les États du Golfe pour se préparer à une forme de guerre contre l'Iran. Qui sait si la junte militaire pakistanaise fera réellement quelque chose contre l'Iran? Ils ne l'ont pas fait depuis des décennies, même si les Saoudiens les paient depuis les années 1970 pour agir. Ils ont refusé de participer à la guerre de Saddam Hussein contre l'Iran, bien que les Saoudiens et d'autres pays du Golfe aient payé le Pakistan à l'époque pour tenter d'attaquer la révolution islamique en 1969 et 1980. De même, les Pakistanais ont refusé de participer à la guerre au Yémen, même si des valises d'argent ont été livrées au Pakistan pour y envoyer des troupes. Je ne suis pas sûr, mais au moins, comme on le voit en ce moment, le Pakistan fait publiquement le travail de soutien à Trump et, vous savez, prend quand même l'argent du Golfe. Qui sait? Pour revenir à la question de la Chine et de la Russie, imaginez qu'en 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, non seulement l'OLP et Arafat l'aient accepté, mais imaginez aussi que tous les États arabes, les républiques souveraines, critiques envers l'Occident et travaillant avec la résistance, aient tous abandonné à ce moment-là, en 1990, et n'aient pas résisté au cours des 35 dernières années. Les troupes américaines seraient-elles à Pékin et à Moscou aujourd'hui ou non? Parce qu'en 1990, la Russie était essentiellement un bordel et la Chine un fabricant de jouets. Ni la Chine, ni la Russie n'auraient pu s'élever si les peuples arabes avaient renoncé à la résistance en 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique. Ainsi, tout patriote russe, tout patriote chinois, doit comprendre qu'ils n'ont atteint la gloire qu'ils connaissent aujourd'hui. Les capacités manufacturières de la Chine ou la cohésion militaire et interne de la Russie, que grâce au sacrifice des peuples arabes qui ont refusé de se soumettre lorsque la Russie elle-même s'est soumise à l'Occident, lorsque l'Union soviétique s'est vendue, ainsi que ses femmes et son pétrole, à l'Occident. S'il n'y avait pas eu des peuples arabes dignes, refusant de se soumettre même lorsque le monde entier était déjà conquis par les États-Unis en 1990, il n'y aurait pas eu de renaissance russe ni d'essor chinois. Maintenant que cela est compris, ces mêmes patriotes russes et chinois doivent réaliser que si la résistance arabo-musulmane à l'hégémonie américaine s'arrêtait aujourd'hui, ils seraient les prochaines victimes. Donc, à mon sens, il est illogique de penser que la Chine puisse survivre seule dans un monde où tout le monde se serait soumis à l'Empire.
Imaginez qu'il n'y ait plus personne en dehors du contrôle de l'Occident. À qui diable la Chine vendrait-elle ses produits? Je veux dire, les États-Unis, en tant que tyrans, forcent les autres à acheter leurs produits. Comme on le voit, ils font cela avec l'Europe. Au sommet de la pyramide des hiérarchies, on les oblige à acheter du gaz et du pétrole américain à 5 ou 10 fois le prix du gaz et du pétrole russe. Et ils s'inclinent et le font. Si le reste du monde est également occupé par les États-Unis, qui donc achètera les produits chinois, même s'ils sont meilleurs, parce qu'ils ne seraient pas souverains? Il est donc illogique que la Chine et la Russie continuent à jouer à ce jeu. Cela n'a aucun sens pour moi, ni sur le plan stratégique, ni sur le plan financier, ni sur le plan militaire, de laisser l'axe de la résistance se débrouiller seul face à l'Occident uni. Franchement, soyons très clairs. Le peuple de Gaza, assiégé depuis 16 ou 17 ans sous la puissance combinée de l'Occident, après 2 ans de bombardements militaires, a vaincu l'Occident. Imaginez cela. Sans ligne d'approvisionnement venant de Chine ou de Russie, sans surveillance ni renseignement de leur part, le peuple assiégé de Gaza a accompli cela par lui-même. Maintenant, imaginez si la Chine et la Russie faisaient réellement quelque chose, en soutenant directement les Palestiniens. D'accord, pas besoin d'envoyer des troupes. Envoyez quelques armes. Imaginez si la Russie et la Chine soutenaient réellement les autres composantes de l'axe de la résistance. Envoyez des défenses aériennes au Liban. Donnez-les. Serions-nous ici aujourd'hui? Il n'y aurait pas d'Israël aujourd'hui s'il y avait eu ne serait-ce qu'un peu de soutien de la part de la Chine et de la Russie. Parce que les Palestiniens, à eux seuls, ont résisté à la puissance combinée de tous les instruments de l'Occident et de la colonie sioniste. Un tout petit peu plus, et nous aurions vaincu l'Amérique elle-même. Non seulement mis fin à l'existence de la colonie sioniste, mais les États-Unis eux-mêmes se seraient effondrés entre les mains du peuple de Gaza. Si seulement la Chine et la Russie avaient fait 1% de ce qu'elles auraient dû faire. Si elles avaient remboursé ce qu'elles doivent au peuple arabe qui a tenu bon pendant 35 ans depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Donnez-nous simplement 1% de retour. La Chine n'en serait pas là aujourd'hui, et la Russie non plus, si nous avions abandonné en 1990. Oui, je pense qu'il y a beaucoup à dire dans ce sens. Leth, as-tu regardé l'interview dans 60 minutes? C'était avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Je ne l'ai pas regardé, Dieu merci. Parlement. J'en ai vu quelques extraits. Parfois, je décide simplement de ne pas regarder ce genre de choses pour préserver ma santé mentale. C'est bien de savoir ce qu'ils pensent d'ailleurs. Il a dit qu'ils avaient une sorte de grande stratégie pour Gaza, la reconstruction de Gaza. Penses-tu que dans leur esprit, ils envisagent, tu sais, de concentrer la population de Gaza dans une zone spécifique, de diviser Gaza en plusieurs parties, une partie étant Gaza et l'autre pour les colons? Quelle est donc cette grande stratégie pour la reconstruction de Gaza? Parce qu'à mon avis, c'est exactement ce qu'ils essaient de faire. S'ils vont dans cette direction, ils cherchent à faire des Gazaouis, des Palestiniens, une minorité dans la région. C'est pour cela qu'ils sont si enthousiastes à propos de ce genre de projet. Qu'en penses-tu? Oui, je veux dire, il y a beaucoup de rêves dans l'esprit de Kushner, Witkoff et des sionistes en général. Mais cela ne veut pas dire qu'ils peuvent réaliser ces rêves. C'est aussi en partie une guerre psychologique. Vous voyez, les sionistes, l'Empire, ont perdu la guerre de propagande, ont perdu la guerre militaire. Et la guerre de propagande, je crois que je l'ai déjà dit, les Palestiniens ont remporté la victoire de propagande la plus retentissante de l'histoire humaine.
Les Palestiniens ont démoli non seulement 80 ans de propagande sioniste, mais aussi des centaines d'années d'exceptionnalisme occidental, de démocratie, de droits de l'homme, de droits des femmes, de droit international. Tout cela a été vaincu en tant que schéma de propagande par les modestes Palestiniens de Gaza. Ce qu'il reste, c'est la guerre psychologique. Sorry, not propaganda, psychological warfare. And the psychological warfare is what the West keeps on doing right now. Et la guerre psychologique, c'est ce que l'Occident continue de faire en ce moment. C'est comme « Oh, Trump va expulser tous les Palestiniens ». Ce n'est pas réalisable. Il ne peut même pas vaincre le Hamas. Trump lui-même, avec toute sa puissance, ne peut pas vaincre le Hamas. Mais pourquoi en parlerait-il? Oh, nous allons avoir une ère du fleuve sur la Méditerranée. C'est de la guerre psychologique. C'est impossible pour eux de le faire. Mais ils veulent que les Palestiniens, l'axe de la résistance, les êtres humains qui sont contre le génocide, nous tous, se sentent impuissants. Qu'ils se disent « Waouh, Trump et Israël peuvent faire tout ce qu'ils veulent ». C'est la même chose avec le viol des prisonniers. La vidéo est diffusée, délibérément diffusée, parce que c'est une guerre psychologique pour te dire « Regarde, je peux te violer à la télévision » et ensuite ce même soldat retournera à New York et tu ne pourras rien y faire. Alors, reconnaissons la guerre psychologique, et cela en fait partie. Ce discours sur l'envoi d'une force internationale pour occuper Gaza et désarmer le Hamas. Quoi, vous pensez que le soldat indonésien ou le soldat saoudien ou égyptien sera meilleur en guerre que les soldats sionistes ou américains? Les Navy SEAL qui ont été anéantis, je pense qu'au moins 200 Navy SEAL sont morts d'ailleurs à Gaza, au minimum. Alors peuvent-ils y parvenir? Peuvent-ils chasser les Palestiniens de leurs terres? Peuvent-ils rouvrir de nouvelles colonies à Gaza? Rien de tout cela n'est possible. Mais c'est une guerre psychologique, délibérément mise en place, pour nous faire tous nous sentir impuissants. Mais nous ne sommes pas impuissants. Vous savez qui est impuissant? Ce sont les sionistes et les Américains qu'ils sont, à part bombarder des gens. S'il y a autre chose, ils sont impuissants. Ils ne peuvent pas remporter de victoire. Par conséquent, je ne vois pas la reconstruction se produire, car le Hamas ne renoncera pas. Les Palestiniens ne renonceront pas. Et nous avons le modèle du Liban. Cela fait maintenant 10 mois que ce cessez-le-feu, soi-disant, est entré en vigueur au Liban, et pas un seul bâtiment n'a été autorisé à être reconstruit dans le sud. Quiconque essaie de reconstruire est bombardé. Les machines, les concessions de tracteurs et de bulldozers ont été bombardées. Les usines de ciment et les carrières de roches et de pierres utilisées pour construire au Liban ont été bombardées. Il n'y aura donc pas de reconstruction de Gaza tant que cette guerre ne sera pas réellement terminée. Et encore une fois, la seule façon pour que cette guerre prenne fin, c'est qu'un des deux camps soit complètement vaincu. Avant de conclure, permettez-moi de le formuler ainsi. Lorsque vous regardez la Cisjordanie et Gaza, voyez-vous deux réalités différentes ou sont-elles liées? Ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza, les gens sont-ils connectés mentalement dans leur manière de percevoir la situation dans la région? Je parle des habitants de la Cisjordanie, de la façon dont ils voient la Cisjordanie, et des habitants de Gaza, de la façon dont ils voient Gaza. Comment percevez Friedrich Worssmanspe? Do you see the connection between the two? Yeah, they're very much connected. Of course, Oui, ils sont très liés. Bien sûr, de nombreuses villes, villages et cités de Cisjordanie ont été soumis à des bombardements et à des campagnes militaires au cours des 2 dernières années. De plus, la majorité des camps de réfugiés dans les grandes villes comme Tulkarem, Jénine, Bethléem, Naplouse et d'autres ont été détruits. Il y a donc, vous savez, quelques 100 000 Palestiniens qui sont actuellement sans abri en Cisjordanie. Nous voyons les colons ultra-fascistes des collines, envoyés à Gaza pour commettre des crimes de guerre, revenir maintenant.
Et nous voyons ces lynchages et ces attaques se produire ces derniers jours et semaines contre des Palestiniens qui cueillent des olives ou dans des villages isolés en cours de nettoyage ethnique par ces colons. By these colonists. So, and the minute the fighting Et dès que les combats cesseront principalement à Gaza, ces colons augmenteront le niveau de leur violence en Cisjordanie. L'axe de la résistance tente continuellement d'introduire des armes dans la résistance à l'intérieur de la Cisjordanie. Nous avons vu certaines de ces armes être interceptées par les Jordaniens au cours de la semaine dernière. D'ailleurs, la Jordanie achète actuellement des systèmes de défense aérienne français et allemands conçus spécifiquement pour cibler les drones. En somme, la Jordanie dépense autant d'argent pour défendre Israël en cas d'une nouvelle guerre avec l'Iran. Ainsi, la situation en Cisjordanie ne fera qu'empirer. Situation in the West Bank is only going to get worse. And there will be more attention on the West Bank. Il y aura davantage d'attention portée à la Cisjordanie à mesure que les tueries diminueront à Gaza. Et bien sûr, ce que nous constatons, c'est qu'au moment même où l'attention se concentre davantage sur cet endroit, la violence augmente. C'est ce qui s'est passé à Gaza, et c'est ce qui va se produire en Cisjordanie. Pour les Palestiniens de Gaza, de Jérusalem, des territoires de 1948, dans les camps de réfugiés de la région, c'est partout la même chose. Notre ennemi commun nous provoque et détruit nos vies où que nous soyons. Et donc, la résistance devrait également s'intensifier en Cisjordanie à mesure que cette bataille s'y déplace. Merci beaucoup, Laith, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. As always. Thank you. Merci Nima. À bientôt. Au revoir. Bye. Toi.